Bonjour à toutes et à tous, je suis Juliette Lavis, je suis chef de projet chez Novabuild et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour ce webinaire dédié à la question du décret tertiaire, un webinaire co-organisé en partenariat avec Nantes Métropole. Pour les personnes qui sont assujetties au dispositif éco-énergie tertiaire, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez jusqu'à la fin de ce mois de septembre, donc jusqu'au 30 septembre, pour déclarer vos consommations énergétiques sur la plateforme Opéra. Alors, si ce que je viens de dire, c'est du chinois pour vous, pas de panique, partez pas, restez avec nous. Dans la première partie du webinaire, Margot Schultz, qui est chef de projet rénovation et réhabilitation chez Novabuild et qui accompagne justement des entreprises tertiaires assujetties, reviendra avec vous sur les points clés pour comprendre cette réglementation liée au décret tertiaire. Dans la deuxième partie du webinaire, Arthur Pagot, chef de projet numérique et bâtiment à l'ADEME, nous présentera d'une part les actualités en lien avec cette réglementation du décret tertiaire et d'autre part, il nous fera une présentation de la plateforme Opéra. Quelques petits points de logistique. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je serai ravie de pouvoir les relayer à nos intervenants et on aura un temps de questions-réponses après chacune des présentations. Le replay, donc cette session est enregistrée. Le replay sera disponible dans la journée et vous sera envoyé par mail. Vous pourrez également retrouver la présentation PDF sur le site internet de Novabuild. Alors, avant de laisser la parole à nos intervenants et rentrer dans le vif du sujet, juste quelques mots pour vous présenter qui nous sommes chez Novabuild. Nous sommes l'association des professionnels de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier en Pays de la Loire. Il faut savoir, alors je sais que tout le monde n'est pas forcément de ce matin, on a des homologues dans chacune des régions de France et on est regroupés au sein d'un réseau national qui s'appelle le réseau Bâtiment Durable. Donc, si vous n'êtes pas en Pays de la Loire, n'hésitez pas à aller rencontrer nos homologues. On est une association et donc on compte aujourd'hui près de 430 adhérents qui ont la particularité de représenter toute la filière de la construction. On les accompagne sur toutes les questions liées au dérèglement climatique et ce, à travers 4 grands objectifs qu'on s'est fixés, qu'on a appelés A2BC pour atténuation et adaptation face au dérèglement climatique, conservation de la biodiversité et circularité de la ressource. Et la rénovation, on le sait bien, c'est un des principaux leviers à actionner pour atteindre aujourd'hui ces objectifs. Et ça tombe bien parce que la rénovation, en fait, c'est un peu l'objectif final de ce décret tertiaire. Et sans plus attendre, je vais pouvoir passer la parole à Margot, justement, qui va pouvoir vous détailler et vous donner les principaux clés de compréhension de ce dispositif éco-énergie tertiaire qui vise la réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires. Merci Juliette pour ça. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous vous proposons ce webinaire sur le décret tertiaire et la plateforme Opéra, donc dans le cadre d'un partenariat Nantes Métropole, Alizé et Novabuild. Donc ce partenariat, nous l'avons monté cette année justement pour accompagner les acteurs du tertiaire dans leurs projets de rénovation. Donc pourquoi Alizé et pourquoi Novabuild? Donc Alizé, pour information, ils font partie des espaces France Rénov', donc ils accompagnent à la fois les particuliers dans leurs projets de rénovation, mais aussi le petit tertiaire, donc toutes les entreprises tertiaires qui font moins de 1000 m². Et Novabuild, nous accompagnons le gros tertiaire, donc tous ceux qui font plus de 1000 m², et notamment dans la compréhension du décret et dans son application. Donc cette année, alors on vous propose une série de webinaires qui a commencé en juin avec un premier webinaire sur le confort d'été. Aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire donc sur le décret tertiaire et vous pouvez tout de suite d'ores et déjà noter les dates du 17 octobre où on fera un webinaire pour vous présenter le schéma directeur immobilier énergie, donc quel est l'intérêt, comment le mettre en place. Donc ça, c'est plutôt à destination des propriétaires et des gestionnaires de parcs immobiliers, donc avec plusieurs bâtiments. Et le 16 novembre, on fera un webinaire sur le confort d'hiver en entreprise, comment adapter son bâtiment
à la fois le bien-être de ses occupants tout en réduisant ses consommations d'énergie. En parallèle de cette série de webinaires, on vous propose aussi une série d'interventions et d'animations sur les zones d'activité de Nantes Métropole. Donc, il y a 2 animations qui sont rénovées de façon performante et exemplaire. L'autre, c'est bâtir son plan d'action. Et on vous propose aussi plusieurs ateliers, dont un sur les éco-gestes en entreprise, un autre sur la compréhension de sa facture énergétique. Et puis, cet hiver, il y aura aussi des balades thermiques pour vous permettre en fait, de visualiser en live les déperditions d'énergie sur vos bâtiments. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, le décret tertiaire. Donc, pourquoi est-il si important de rénover? Donc, aujourd'hui, pour limiter en fait notre impact sur le climat et éviter que la planète se réchauffe trop, il faut que l'on réduise nos émissions de carbone. Donc aujourd'hui, un Français, en moyenne, il émet 9 tonnes de CO2 par an. Et pour atteindre l'objectif, donc pour rester en dessous de la barre des plus 2 degrés de réchauffement, il faut qu'on atteigne la neutralité carbone d'ici 2050. Et donc pour ce faire, il va falloir réduire par 4 nos émissions de carbone. Donc un Français moyen en 2050 devra émettre maximum 2 tonnes de CO2 par an. Alors comment on fait? C'est toute la question. Donc, parmi ces 9 tonnes de CO2 là, qu'émet un Français aujourd'hui en moyenne, le secteur du bâtiment, de l'aménagement et de l'immobilier, ça représente un quart du poids carbone. Ce secteur, il représente aussi 44% de nos consommations d'énergie. Et c'est un des secteurs où ça va être le plus facile de réduire nos émissions de carbone. Donc, c'est dans ce secteur en particulier qu'il va falloir faire le plus d'efforts. Donc divisé par 7 nos émissions de carbone. Quand on regarde dans ce secteur du bâtiment, le tertiaire, ça représente lui aussi un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on peut s'interroger quels sont les leviers pour réduire nos émissions de carbone dans ce secteur du tertiaire. Alors, il y a différentes pistes. Donc, réduire les déchets de construction, par exemple, réemployer et recycler les matériaux de construction, réduire l'impact des fluides frigorigènes, choisir des matériaux de construction et des équipements bas carbone. Mais on voit bien que le plus gros des leviers, ce qui représente 3 quarts de l'effort, ça va être vraiment réduire les consommations d'énergie et choisir des énergies moins carbonées. Donc, comme on fait, ça va être sortir des énergies fossiles et améliorer la performance de l'enveloppe de votre bâtiment pour limiter les déperditions. Ça va être aussi travailler avec les usagers et les accompagner dans la mise en place, par exemple, des éco-gestes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ou plutôt, qu'est-ce que fait l'État? Alors, l'État, il a mis en place différentes réglementations. Il en a fait évoluer certaines aussi. Et il a 3 grandes stratégies. Donc, la première, ça va être éviter de construire. Donc là, il y a eu la loi, la réglementation sur le ZAN, le zéro artificialisation nette. C'est toujours difficile à dire. La deuxième stratégie, ça va être si jamais on est vraiment obligé de faire du neuf, eh ben, on va chercher à décarboner la construction. Donc là, c'est la réglementation thermique 2012, elle a évolué et c'est devenu maintenant la réglementation environnementale 2020, qui est beaucoup plus exigeante sur le plan carbone. Et puis après, le levier principal, le plus gros morceau, ça va être bien sûr rénover le parc existant. On considère qu'en 2050, d'ailleurs, 70% du parc ça sera du parc qui existe déjà aujourd'hui. Donc, il va falloir rénover tout ça. Donc, il y a eu des dispositifs sur des réglementations qui concernent la rénovation du logement. Et il y a aussi ce fameux décret tertiaire donc, qui concerne la rénovation des bâtiments tertiaires. Et puis, son petit frère, le décret BAX, avec l'installation des gestions techniques dans le bâtiment. Donc, si on rentre un peu plus en détail, qu'est-ce que dit la réglementation? Qu'est-ce que dit le dispositif éco-énergie tertiaire? Donc, déjà, il faut noter que c'est une démarche qui est vraiment inédite et ambitieuse. Ambitieuse parce qu'en fait, elle impose une réduction progressive des consommations d'énergie à l'horizon 2050. Donc, on a vraiment une projection sur le long terme. Elle concerne aussi quasiment tout le secteur tertiaire. Et c'est une des premières fois où toutes les parties prenantes sont concernées, c'est-à-dire à la fois les propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants, mais aussi les locataires sont concernés.
Et on va prendre en compte, cette fois-ci, tout type d'énergie confondue. On va prendre en compte tout type d'énergie qui est facturée. Ce dispositif, il repose sur une plateforme en ligne qui s'appelle la plateforme Opérate, donc l'Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire. Alors, voilà, donc le décret tertiaire, il est issu de la loi Elan, donc sur l'évolution du logement et de l'aménagement et du numérique. Et il y a un ensemble d'arrêtés qui ont été publiés après le décret tertiaire qui viennent spécifier, préciser les modalités d'application de ce décret. Donc, on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, qui est concerné? Donc, je le disais, il y a une grande partie du secteur tertiaire qui est concerné, et à la fois le domaine public et privé. Ça concerne aussi toutes les constructions existantes et neuves. Et il y a une co-responsabilité entre le propriétaire et le preneur à bail. Donc, quand on dit secteur tertiaire, pour spécifier un peu ce que c'est, le secteur tertiaire, il se définit en complémentarité du secteur primaire, donc c'est tout ce qui est lié à l'exploitation des ressources naturelles, et du secteur secondaire, donc tout ce qui est lié à la transformation des ressources naturelles. Donc, ça concerne aussi bien des bureaux que des commerces, des bâtiments d'enseignement, mais aussi, par exemple, des garages automobiles, des data centers, et puis toutes les activités de logistique, donc par exemple le stockage de produits. Donc voilà, vous voyez qu'il y a un assujettissement qui est vraiment très large. Et ce que dit la réglementation, donc, est assujetti tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments, dont le cumul des surfaces tertiaires sur une même unité foncière est supérieur à 1000 m². Donc, il faut rappeler déjà ce que c'est qu'une unité foncière. Une unité foncière, c'est un îlot d'un seul tenant, composé d'une ou plusieurs parcelles qui appartiennent à un même propriétaire ou à une même indivision. Là, par exemple, sur cette carte, c'est l'exemple de nos locaux. En fait, nous, on est hébergés par la CCI de Nantes. Et du coup, l'unité foncière, on voit bien qu'elle regroupe plusieurs parcelles. Donc, pour savoir si on est assujetti, il faut regarder à l'échelle de cette unité foncière le total. Il faut faire le total des surfaces tertiaires pour voir si on est assujetti. Bien que nous, Novaville, par exemple, on n'a que 60 m² de bureaux dans ces bâtiments-là. On est assujetti à partir du moment où l'ensemble fait plus de 1000 m². Donc, après, il y a différentes configurations. Comme je disais, l'assujettissement est très large. Donc, vous pouvez être soit dans le cas 1A, C, il s'agit en fait d'un bâtiment qui héberge des activités exclusivement tertiaires avec un seul propriétaire qui exploite le bâtiment. Donc, si les surfaces tertiaires sont supérieures à 1000 m², vous êtes assujetti. Le cas 1B, c'est pareil, c'est dans un bâtiment qui est exclusivement à usage tertiaire, mais là, il est en multi-occupation. Ça veut dire comme nous, par exemple, pour la CCI, il y a plusieurs structures, en fait, dans ce bâtiment. Donc, dans ce cas-là, vous êtes assujetti aussi. On a aussi le cas des bâtiments mixtes, comme par exemple, on va dire des commerces en rez-de-chaussée et des logements dans les étages. Si le cumul des surfaces tertiaires fait plus de 1000 m², vous êtes aussi assujetti. Et enfin, le cas 3, c'est donc le cas de l'unité foncière, ce que je disais juste avant. Donc là, par exemple, on peut avoir plusieurs bâtiments qui sont sur différentes parcelles. Si ces parcelles appartiennent au même propriétaire et que l'ensemble des surfaces tertiaires fait plus de 1000 m², on est là aussi assujetti. Et le cas du site, donc là, c'est un cas un petit peu spécifique. C'est quand on a deux parcelles qui sont séparées par une route mais qui appartiennent au même propriétaire et qu'il y a un lien fonctionnel entre les deux bâtiments. Un lien fonctionnel, c'est par exemple un collège et un gymnase. Les collégiens vont aller au gymnase, donc il y a un lien entre ces deux bâtiments-là. Donc, dans ce cas-là, on regarde l'assujettissement au niveau des deux bâtiments. Donc, comme je disais, il y a une co-responsabilité entre propriétaire et preneur à bail. Donc, une des premières étapes, si vous vous demandez si vous êtes assujetti, c'est de prendre contact avec votre propriétaire pour vérifier cet assujettissement. Après, il y a des cas un petit peu particuliers. Donc, on parle de décret tertiaire.
mais en fait, ça n'a pas de rapport avec votre activité principale. Par exemple, si votre activité principale, c'est du secondaire, vous êtes dans le cas d'un site industriel, si vous avez des surfaces qui sont tertiaires, là encore, c'est la même chose. Il faut que vous fassiez le cumul de l'ensemble des surfaces tertiaires à l'échelle de votre unité foncière pour savoir si vous êtes assujetti. Donc, les surfaces tertiaires, par exemple, dans le cas de sites industriels, on va comptabiliser tous les locaux de stockage qui ne sont pas gérés en flux tendu, car ils sont considérés comme des activités de logistique, donc tertiaires. On va aussi prendre en compte les restaurants d'entreprise, les bureaux, les showrooms, etc. Par contre, tous les locaux qui sont directement en lien avec l'activité industrielle, comme par exemple le bureau du contremaître, les vestiaires, l'infirmerie, ces locaux-là ne sont pas à comptabiliser. Voilà. Après, donc, il y a une notion aussi qui est très importante, c'est la notion d'entité fonctionnelle assujettie, l'EFA. Donc ça, c'est vraiment la notion qu'il faut bien comprendre dans le décret tertiaire, c'est la plus petite maille de ce dispositif. L'EFA, ça correspond à un établissement, donc en fait, c'est une entité juridique qui est hébergée à une adresse spécifique. Donc souvent, en raccourci, on dit qu'une EFA, c'est un établissement, donc un numéro de SIRET. L'EFA, c'est aussi un binôme propriétaire-locataire. Et pour chaque EFA, vous aurez un objectif de réduction de consommation et une notation éco-énergie tertiaire associée. Je vais y revenir juste après. Alors, vous vous demandez donc quels sont les objectifs qui sont à atteindre. Donc, on a deux types d'objectifs, soit le premier en valeur relative, donc en pourcentage, soit le deuxième en valeur absolue. Donc, pour le premier, vous allez avoir une réduction de consommation énergétique à atteindre qui va être en pourcentage, donc de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Ce pourcentage-là se fait par rapport à la déclaration d'une année de référence que vous choisirez entre 2010 et 2019. Pour l'atteinte de l'objectif en valeur absolue, alors la valeur absolue, c'est un seuil qui va être exprimé en kilowattheure par mètre carré par an. Elle représente en fait la consommation énergétique d'un bâtiment nouveau qui est de la même catégorie d'activité et qui est déjà performant. Ces seuils-là, ils vont être définis dans les arrêtés valeurs absolues qui sont publiés à la suite du décret tertiaire, les fameux arrêtés valeurs absolues. Voilà. Donc, pour rappel, vous n'avez pas besoin de choisir un objectif en particulier. Il suffit d'atteindre au moins un des deux. Donc, sur Opéra, vous n'avez pas de petite case à cocher, valeur absolue ou en valeur relative. Par contre, dans votre trajectoire, dans votre projet de rénovation, vous allez plutôt viser pour vous soit l'objectif en valeur relative si vous avez un bâtiment qui est peu performant, parce que ça sera plus facile à atteindre, soit si vous êtes déjà dans un bâtiment qui est déjà très performant, vous allez plutôt viser l'objectif en valeur absolue. Donc, une fois que vous avez déclaré votre EFA sur la plateforme Opérate et vos consommations d'énergie, ensuite, la plateforme Opérate, donc, elle va ajuster vos consommations en fonction de votre site. Parce que, bien évidemment, on n'a pas la même consommation, que ce soit qu'on soit en Corse en hiver ou à Lille. Donc ça, c'est la plateforme Opéra qui va ajuster ces consommations. Et puis ensuite, vous allez remplir un ensemble de données d'intensité d'usage aussi là pour ajuster et pour être au plus proche de la réalité. Donc, par exemple, les données d'intensité d'usage, ça va être le taux d'occupation de votre bâtiment, la surface de plancher par poste de travail, par exemple, si vous êtes dans le cadre d'activité de bureau, etc. Chaque année, donc, vous aurez, à l'issue de votre déclaration de consommation, une attestation numérique annuelle de suivi. Sur cette attestation, vous retrouverez vos objectifs en valeur relative et vos objectifs en valeur absolue. Donc, il n'y a pas d'attestation annuelle pour les années 2020 et 2021. La première attestation numérique, elle sera disponible une fois que l'arrêté valeur absolue 3 sera publié. Donc, voilà, c'était prévu normalement en septembre 2023, mais ça va être un peu repoussé. Donc, cet arrêté valeur absolue 3 sera publié dans le second semestre 2023.
Cette attestation sera à transmettre en cas de vente ou de mise en location, et puis elle devra être affichée ou mise à disposition du public sur... L'atteinte de vos objectifs sera vérifiée chaque année par les services de l'État, enfin pas chaque année, chaque décennie, pardon, par les services de l'État. Sur cette attestation numérique annuelle de suivi, vous aurez aussi la notation éco-énergie tertiaire. Donc, c'est un petit pictogramme qui va d'une feuille grise à une triple feuille verte, et elle qualifie votre avancée dans la démarche, dans votre démarche de réduction de vos consommations. Donc, en fait, c'est par rapport à là où vous vous situez dans votre trajectoire des réductions de consommation d'énergie par rapport à l'objectif en valeur absolue que vous allez recevoir cette petite notation éco-énergie tertiaire. Elle permet de créer, de valoriser votre patrimoine et de créer une valeur verte. Alors, à la question, est-ce que c'est possible de moduler ces objectifs? Oui. En cas pour des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales, par exemple s'il y a un risque de pathologie sur le bâti, ou de coûts disproportionnés. Donc, ce dossier, il doit être réalisé par un professionnel et il doit être mis en ligne sur la plateforme Opera dans les 5 années après votre première déclaration. Donc, ceux qui ont commencé leur déclaration l'année dernière, il faut qu'il soit publié avant janvier 2027. Une question qui revient souvent, c'est propriétaire ou locataire, qui fait quoi? Donc, dans ce cas-là, en fait, le décret tertiaire, il n'impose pas d'obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Donc, en fait, il faut vraiment ouvrir le dialogue entre propriétaires et locataires pour se mettre d'accord ensemble sur qui va faire quoi. On peut dire, par exemple, que le propriétaire peut déterminer l'assujettissement parce que c'est lui qui connaît son unité foncière. Et par exemple, le locataire pourra déclarer les consommations d'énergie sur la plateforme Opera. Donc ça, c'est un exemple, et vous en avez d'autres qui sont proposés sur la FAQ d'Opera, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc enfin, pour finir, la plateforme Opera, donc vous pouvez vous connecter sur opera.indem.fr pour vous inscrire ou pour faire vos déclarations 2022. Donc à faire avant le 30 septembre 2023, donc déjà, prendre contact avec son propriétaire ou son locataire, déterminer votre assujettissement, enregistrer vos entités fonctionnelles assujetties. Après, vous allez déterminer votre année de référence sur laquelle sera calculé votre objectif en valeur relative. Et puis, vous allez déclarer vos consommations d'énergie. Donc, si vous avez encore fait aucune déclaration, vous aurez cette année l'aide de l'année de référence à faire, l'année 2020, 2021 et l'année 2022. Je rappelle que dans vos consommations d'énergie, il faut prendre en compte tout type d'énergie finale facturée. Et vous aurez aussi à remplir vos indicateurs d'intensité d'usage. Voilà. Donc, cette réglementation, en fait, il faut plutôt que la voir comme une contrainte, il faut plutôt la voir comme une opportunité. C'est l'opportunité pour vous de suivre vos consommations d'énergie et de vraiment bâtir un plan d'action pour réduire votre consommation d'énergie et aussi diminuer vos charges et améliorer le bien-être des occupants de votre bâtiment. Voilà, donc on va passer à la phase de questions-réponses. Pour information, donc Novabuild, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je me suis prévu plusieurs créneaux dans les semaines à venir pour vous aider si jamais vous avez des blocages dans votre déclaration sur Opera. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler. Sinon, si vous avez des questions sur le dispositif éco-énergie tertiaire, vous pouvez aussi contacter par mail l'État à l'adresse qui figure sur cette slide. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci Margot. Oui, ça, ça inspire en tout cas dans le chat. Donc, je te propose de commencer tout de suite. On en a quelques-unes qui sont effectivement directement liées à l'assujettissement. Je pense que tu as déjà donné quelques éléments de réponse. Justement, sur la problématique des sites mixtes, un bureau hébergeant des services qui sont support à l'activité industrielle, donc les services méthodes, les services industriels, et qui sont au sein du bâtiment industriel. Est-ce que dans ces cas-là, ces surfaces-là sont considérées comme tertiaires ou rattachées à l'activité? Alors oui, dans ce cas-là, donc c'est des activités de bureau, donc des activités tertiaires.
Donc, elles sont à prendre en compte dans le calcul des surfaces tertiaires. On a aussi plusieurs questions qui sont sur cette question donc, du qui fait quoi entre le propriétaire et le locataire. On a une entreprise qui est à la fois locataire d'un étage et propriétaire d'un autre étage dans un bâtiment tertiaire où la surface cumulée est de plus de 1000 mètres carrés. Et donc, il se pose la question de qui doit faire la déclaration. Alors, c'est comme je disais, en fait, la déclaration, c'est à vous de voir entre propriétaire et locataire qui fait quoi. Donc, vous pouvez déterminer votre assujettissement ensemble. Après, ça dépend un peu de ceux qui vont faire les déclarations de consommation directement sur la plateforme Opera. Ça dépend un peu aussi de qui a les factures, les factures énergétiques. Après, l'État ne dit pas qui fait quoi exactement. Donc, c'est à vous de vous mettre d'accord entre propriétaire et locataire. Oui, donc on voit bien toute l'importance effectivement du dialogue propriétaire-locataire. Je rajouterais que dans le cas qui était présenté, là, en fait, on va avoir 2 EFA différentes. Et donc, en fait, à chaque fois, 2 binômes. Effectivement, dans un binôme, si j'ai bien compris, l'entreprise sera le locataire, dans l'autre binôme, le propriétaire. Et il va falloir se mettre d'accord de chaque côté qui va faire les déclarations. Mais dans tous les cas, vous êtes assujetti. Mais ça, je crois que vous l'aviez bien en tête. Comment est-ce qu'on fait pour choisir son année de référence? Très bonne question. Donc, l'année de référence, elle est comprise entre 2010 et 2019. Donc, souvent, par défaut, on vous conseille de choisir 2010 parce que c'est l'année où il a fait le plus froid. Donc, c'est potentiellement l'année où vous avez eu le plus de consommation énergétique. Après, c'est vraiment bien important de la sélectionner parce que ça sera sur cette base que sera calculé votre objectif en valeur relative. Donc, vous devez vous interroger, par exemple, est-ce qu'il y a eu des travaux de rénovation sur votre bâtiment? Dans ce cas-là, vous allez plutôt choisir une année de référence avant les travaux qui ont été effectués, parce que comme ça, les travaux que vous avez effectués vont participer à l'atteinte de vos objectifs. Vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce qu'il y a une extension qui a été réalisée? Est-ce que vous avez toutes les factures, une année pleine de consommation avant ces travaux qui ont été réalisés? Et puis aussi, vous interroger sur l'usage du bâtiment. Est-ce qu'il a changé entre 2010 et 2019? Est-ce que cela a impacté brutalement les consommations, vos consommations d'énergie? Voilà, c'est des premières questions que vous pouvez vous poser pour sélectionner au mieux votre année de référence. Merci Margot. J'essaye de suivre le fil des questions, mais j'avoue que ça commence à s'accumuler un peu. Alors, une question un petit peu plus délicate. Alors, peut-être que ça sera peut-être même Arthur qui aura peut-être plus les données que nous. En fait, l'entreprise, elle est locataire de 2 bâtiments. Ils ont créé les EFA et en fait, ils ont donné accès à leur consommation énergétique. Ils ont vu avec les propriétaires et les propriétaires ont sous-traité en fait l'entrée des données, si je comprends bien, à des prestataires. Or, aujourd'hui, rien n'a été fait. Le propriétaire ne répond pas aux demandes, alors que, a priori, c'était lui qui s'était engagé avec, en prenant un prestataire à ce que ça soit fait. Donc, la question qui se pose, c'est déjà, à part relancer le propriétaire, qu'est-ce que peut faire le locataire? Et est-ce que, in fine, c'est au locataire de finir par rentrer ces données si rien n'est fait? Effectivement, c'est vrai qu'il faut continuer à essayer de créer du dialogue avec votre propriétaire. Si jamais vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui est fait, vous pouvez aussi directement remplir vos consommations, déclarer vos consommations d'énergie si vous avez bien sûr toutes les factures. Voilà. Faites, essayez de déclarer au maximum tout ce que vous pouvez. Dans le cas d'une copropriété, si on a plusieurs bâtiments, est-ce qu'on cumule l'intégralité des mètres carrés dont on est propriétaire, ou est-ce qu'il faut qu'on prenne en compte l'intégralité de la copro? Sur un bâtiment? De toute manière, Plusieurs en fait, bâtiments. c'est sur plusieurs bâtiments, vous allez regarder à l'échelle de votre unité foncière si ces bâtiments sont sur la même unité foncière, vous faites le calcul de l'ensemble de vos surfaces tertiaires.
Si ça fait plus de 1000 mètres carrés, c'est que vous êtes assujetti. Mais juste, je pense que la question, c'était juste celle de la copro ou est-ce qu'on prend, enfin, juste celle dont on a la propriété ou est-ce qu'on doit prendre toutes les surfaces tertiaires qui sont dans la copropriété? C'est une bonne question. Je poserai la question en interne au réseau, au relais du décret tertiaire. Ouais, on en profite justement pour dire un petit mot peut-être sur les relais du dispositif éco-énergie tertiaire. Il faut savoir que l'État a mis en place tout un lot tout un certain nombre de personnes qui sont des personnes qui sont identifiées comme étant les relais de ce dispositif éco-énergie tertiaire auquel on peut s'adresser quand on a des questions, donc dont Margot fait partie, entre autres pour les Pays de la Loire, mais c'est pas la seule. Et ça forme une communauté au sein de laquelle on peut poser les questions. Voilà, quand on a des petits points un petit peu délicats, c'est des gens vers qui on peut se tourner. Je reprends un tout petit peu le fil, sauf si Arthur, tu voulais Non, compléter du coup, c'est une bon. question. La réponse me convient. Ok. Par contre, peut-être que tu vas pouvoir nous dire justement, mais je crois que tu l'abordes après dans ta présentation, dans le cas d'une extension qui fait passer un bâtiment tertiaire au-dessus des 1000 mètres carrés, on a quel délai pour faire les démarches sur la plateforme? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a pas de délai, la plateforme est pas bloquante. Donc voilà, vous n'avez pas forcément de délai, vous pourrez toujours revenir en arrière. Après, bah, voilà, je vous conseillerais forcément de le faire, avant les échéances, là, notamment l'échéance du 30 septembre. Après, si c'est un peu court parce qu'effectivement, vous venez juste de réceptionner le bâtiment, voilà, c'est pas un problème. La plateforme, pour le moment, ne bloque pas. Tant que tout n'est pas calé au niveau notamment des arrêtés, et de l'ajustement climatique, la plateforme ne fera pas de blocage, ni sur les années, à partir de 2020, ni sur l'année de référence. Et justement, qu'en est-il de si on n'a pas fait ça en temps et en heure avant le 30 septembre? Que risque l'entreprise assujettie si elle n'a pas fait ses déclarations en temps et en heure en toute bonne foi, hein? On est bien d'accord que là, on n'est pas dans le cadre mais que simplement, bah voilà, le cas qu'on a évoqué avant, là, cette personne qui est un peu bloquée aujourd'hui avec son propriétaire, 30 septembre, c'est un peu juste. Est-ce qu'après Bah, c'est effectivement, fermé? pour ce cas-là, avec le propriétaire, moi je conseillerais aussi de garder les preuves des mails ou des courriers que vous avez faits, voilà, pour le justifier en cas de contrôle. Après effectivement, quand la plateforme sera fixée, quand tous les arrêtés seront publiés, faudra imaginer qu'il y aura un parcours qui sera, pour les déclarations qui sont, hors délai. Et donc du coup, ça sera un peu plus difficile pour effectuer ces déclarations parce que ça sera un chemin un peu particulier. Mais en soi, vous aurez toujours la possibilité de le faire. Il y aura juste des mentions comme quoi la déclaration a été faite, en retard. Après, au niveau des sanctions, c'est vrai que je ne suis pas venu à ce niveau-là. Il y a il y a des contrôles qui sont prévus, comme l'a dit Margot, tous les 10 ans, avec la vérification des objectifs. Est-ce qu'il y a bien l'atteinte des objectifs? Alors là, c'est autre chose, hein. Donc là, il y a bien des sanctions aussi qui sont prévues, à la fois financières et aussi, on va dire sur l'aspect communication, parce qu'il y a un name and shame qui est prévu, indiquer le nom de l'entreprise qui n'a pas, respecté son objectif. Et donc tout ça, c'est déjà écrit, hein, dans le décret tertiaire, c'est déjà prévu. Alors, une question aussi, si jamais on a des nouvelles constructions, des nouvelles surfaces assujetties qui arrivent parce on construit un nouveau bâtiment, mais donc qui sont construits après la définition de l'année de référence qui a été prise, comment est-ce que dans ces cas-là, l'objectif va évoluer? Parce qu'au final, la consommation globale du site industriel, elle va sans doute augmenter en valeur absolue, mais il y aura un réel effort qui sera fait rapporté au mètre carré. Et bah, oui, donc effectivement, en fait, ces nouvelles surfaces vont venir se rajouter et en fait, la plateforme va automatiquement, calculer, les prorata de consommation et cetera. Voilà, hem, vos objectifs vont être modulés, vis-à-vis de ça et tout ça, c'est expliqué dans une vidéo que je vous envoie ça dans le chat tout de suite. Une vidéo qu'on a publiée là, sur les cas particuliers et les déclarations suivantes. Donc comment est-ce que vous effectuez vos déclarations suivantes? Et justement, il y a ce cas-là qui est bien précisé, ajout d'une nouvelle surface, à votre patrimoine.
Et là, finalement, vous avez 2 choix, soit vous l'intégrez dans votre EFA parce qu'elle fait vraiment partie prenante de votre EFA, soit c'est un nouveau bâtiment à côté, par exemple, c'est une vieille grange que vous avez réhabilitée. Voilà, je pense à des caves de gîtes. Et là, vous pouvez créer une EFA dédiée, pour ce nouveau bâtiment si vous le souhaitez. Après, votre choix de créer ou non, plusieurs EFA, ça, c'est vraiment vous qui voyez. De toute façon, l'intérêt d'avoir une EFA unique, c'est parce que vous avez un bâtiment qui est plutôt homogène. Si vous avez 2 bâtiments qui sont vraiment, pas homogènes énergétiquement, et bah, c'est mieux de créer, 2 EFA. Donc là, dans votre cadre, avec votre extension, vous serez sur une extension neuve. Donc je peux vous proposer plutôt de créer une nouvelle EFA, avec le même numéro de SIRET, hein. C'est quelque chose qui est possible, on pourra l'évoquer après. Donc C'est voilà, beaucoup. vous aurez pas mal d'informations dans cette vidéo. Pardon, c'était un peu long. Pas de souci. Et c'est la même chose pour un changement de surface. Oui, c'est la même chose pour un changement de surface. Si vous cédez 50 mètres carrés à un voisin, vous indiquerez directement ça dans votre prochaine déclaration. Donc voilà, si ça a été quelque chose qui a été fait en cours d'année 2022, et ben vous pouvez le déclarer là sur votre déclaration 2022. Une dernière petite question, et je suis désolée, après on va devoir quand même passer à la suite. On aura un deuxième temps de questions-réponses à la fin. C'était sur l'attestation justement, donc je crois que de toute façon tu en parles aussi. Alors, l'attestation annuelle, elle sera disponible. On me demande si elle est disponible uniquement si on a déjà donné 3 années de consommation énergétique. Alors, elle sera disponible même si vous remplissez que 2022, mais à un moment donné, ça va être bloquant parce que vous n'aurez pas indiqué votre année de référence. Donc, on va dire que techniquement, oui, elle sera disponible sur la plateforme si vous avez rempli qu'une année. Mais pour que votre attestation soit complète et que vous puissiez rentrer dans vos objectifs, et cetera, il faudrait bien qu'à un moment donné, vous ayez rempli votre année de référence et les années 2021 et 2022. Ok. Et au niveau très pratico-pratique, l'attestation, on l'aura comment? Elle sera envoyée par mail, elle sera dans notre compte Opéra, on pourra la télécharger. Comment on y Oui, aura alors pour le accès? moment, on n'a pas encore tout le process pour l'attestation. Effectivement, ça sera certainement à télécharger sur la plateforme Opéra. Après, on peut envisager des exports en masse parce que bah, il y a des assujettis qui ont un patrimoine très très important. Et donc, on pourra peut-être proposer quelque chose de particulier avec un envoi par mail, par exemple. Ok. Et là, genre au 1er octobre, on va pouvoir avoir son attestation? Non, non, tant que en fait, l'arrêté de valeur absolue n'est pas publié, ça bloque, l'ajustement climatique, enfin, ça bloque les valeurs absolues, ça bloque, l'ajustement climatique derrière et du coup, ça bloque aussi, l'attestation annuelle. Donc ça, je vais en parler juste après, mais effectivement, tant qu'on n'a pas ces arrêtés qui sont publiés, vous n'aurez pas les attestations. Donc vous allez finaliser votre déclaration 2023, enfin de l'année de consommation 2022 au 30 septembre 2023, mais vous n'aurez toujours pas, l'attestation annuelle. Ok. Allez, la petite dernière, et puis après on arrête. Elle est autant pour Margot que pour Arthur. Parce qu'en fait, c'est vraiment, elle est intéressante la question parce qu'en fait, elle touche vraiment à la philosophie quand même un peu du décret tertiaire. Quand la société grandit en effectif et donc en production, bah forcément sa consommation elle va augmenter aussi. Et est-ce que ça c'est pris en compte aussi? Ça, c'est pris en compte du coup avec les indicateurs d'intensité d'usage. Donc en fait, on indique à cette partie-là dans la déclaration de consommation quelle est l'intensité d'usage de mon entreprise. Est-ce qu'elle est remplie à 100%? Est-ce que c'est un open space avec à moitié finalement de salariés dans mon open space ou est-ce qu'il est plein? Donc voilà, c'est tout l'intérêt de ces indicateurs d'intensité d'usage. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en aucun cas, cette réglementation, elle est faite pour nous pénaliser. Elle a vraiment essayé, c'est pour ça qu'elle met aussi un peu de temps à se mettre en place, c'est que Margot l'a très bien expliqué, le secteur tertiaire, c'est extrêmement vaste. Donc, entre un data center qui produit de la chaleur, des chambres froides à -30 qui vont consommer aussi énormément et des bureaux ou une école, voilà, on sait qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ratios, des bureaux qui vont être occupés que 2 jours par semaine. Et justement, la plateforme que tu vas nous présenter tout de suite, Arthur, essaye le plus possible d'ajuster tout ça, qu'on soit à Strasbourg ou à Ajaccio, pour essayer de lisser le plus possible et qu'on soit vraiment sur des choses les plus réalistes. Margot, merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit si vous avez besoin, si vous avez des difficultés sur votre déclaration. Voilà, on est à disposition. Vous avez les coordonnées de Margot sur le support et qui vous sera envoyé par la suite. Et tout de suite, on va laisser la place à Arthur pour
nous parler à la fois des dernières, même si on en a abordé quelques-unes, parce que j'ai pas pris la question sur la valeur absolue 3 exprès en me disant que de toute façon, tu l'abordais. Et on Oui, reprendra bien du coup, sûr une session de questions-réponses après ta présentation. oui, donc de toute façon, on en a déjà pas mal parlé de la valeur absolue 3, mais oui, je repasserai dessus. Donc, bah, bonjour, parce que je vous ai pas salué tout à l'heure. Donc, je suis Arthur Pagot, je suis en charge du projet Opéra avec mon collègue Emerson Cabane. Vous avez peut-être déjà eu des présentations de sa part. Et donc, je m'occupe de la filière tertiaire au sein de l'ADEME. Donc je vais faire une petite, partie, sur les actualités de la plateforme Opéra et puis après on fera aussi une démo, en partage d'écran si vous avez des questions un petit peu précises. Donc, l'arrêté valeur absolue, on en a déjà parlé, je vous ai déjà un petit peu, spoilé, l'information, mais donc du coup les concertations, hein, sur les valeurs absolues sont achevées pour, 90 des filières tertiaires, assujetties. Il en reste encore, 10. On prévoit la publication de l'arrêté valeur absolue au dernier trimestre 2023. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous donner une date précise. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça va découler directement de la publication de ces arrêtés. On aura les valeurs. Donc, nous, on pourra après mettre en place sur Opéra ce qui va avec. Donc, l'affichage de vos objectifs en valeur absolue. Aujourd'hui, pour être tout à fait clair avec vous, l'onglet affichage est présent, nous, sur notre plateforme de développement Opéra, mais il est juste pas visible pour vous. Donc on attend juste une chose, c'est l'arrêté qui soit publié et ça découlera aussi donc de l'affichage des valeurs relatives et donc avec la correction climatique et donc comme je disais tout à l'heure, le téléchargement de l'attestation numérique. Entre-temps, on prévoit la possibilité, là, fin 2023, début 2024, parce qu'on imagine que ça va prendre un peu de temps, là, tout ça, que vous puissiez télécharger un état déclaratif. Ce ne sera pas l'attestation numérique, ça sera un état de vos déclarations, ce qui vous permettra de retrouver quand même la plupart des informations, mais sans l'ajustement climatique, sans l'affichage des valeurs, enfin, sans l'affichage de vos objectifs. Donc pour vous faire un petit état des lieux là, de l'état déclaratif, nous on se base sur l'année 2021 parce que c'est celle qui est la plus, complète. Donc à fin août, il y avait 188 587, déclarations sur 2021, pour une surface associée de 567 millions de mètres carrés. Donc, on parle souvent du secteur tertiaire, c'est 1 milliard de mètres carrés. Donc on est à peu près à un taux de remplissage là de 80-90 sur le patrimoine assujetti, parce que dedans, il y a tout le petit tertiaire privé, tout ce qui est inférieur à 1000 m² qui n'est pas comptabilisé. La consommation associée est de 89 TWh. Donc en fait, on s'attend, nous, finalement, chaque année à avoir à peu près 200 000 déclarations de consommation. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 26 de l'objectif, puisque là, pour les consommations 2022, voilà, il y a à peu près 26 de déclarations qu'on a réceptionnées pour le moment. Mais bon, vous avez jusqu'au 30 septembre 2023 pour augmenter ce taux et qui passe à 100. Donc en termes de répartition énergétique, on constate qu'il y a beaucoup d'énergies, déclarées qui sont, bah, les plus simples, hein, l'électricité et le gaz. Comme l'a dit Margot tout à l'heure, la plateforme Opéra, et le décret tertiaire, ça concerne toutes les énergies qui sont facturées. Donc dedans, il faut aussi, il ne faut pas oublier tout ce qui va être, fuel stocké, bois, granulé, des choses comme ça que finalement, c'est un petit peu à la marge, mais finalement, il y a quand même beaucoup, d'acteurs tertiaires qui en consomment, parce que dans le tertiaire, comme c'est assez large, il y a effectivement, les centres de vacances, des gîtes, des commerces qui peuvent utiliser des fois, des énergies, de stock. Donc je fais un petit rappel ici pour vous dire de bien penser à ces énergies-là et de bien les déclarer, sous Opéra. Je continue sur l'état déclaratif pour vous présenter un petit peu les chiffres. Alors, vous imaginez bien, là, c'est toute filière tertiaire, sans retraitement. Donc ça va effectivement, comme l'a dit Juliette tout à l'heure, du data center à la petite épicerie, qui fait partie de la même unité foncière, qui est assujettie.
Donc, sur la période de référence, on a constaté qu'on a un ratio moyen de 193 kWh par mètre carré. On voit qu'en 2020, on est passé à 150, alors il y a peut-être un effet Covid, et en 2021, voilà, 157. Donc peut-être on estime que le rebond est peut-être dû au Covid, notamment. Donc c'est indiqué en dessous, mais voilà, c'est des données à prendre vraiment, avec des pincettes puisque c'est déjà toute filière tertiaire, moyennée avec, les données brutes sans ajustement climatique puisque vous l'avez bien vu, il n'est pas encore disponible et voilà, puisque c'est tout ce que j'ai dit à l'oral. Très bien et donc je vais finir avec cette diapo-là sur l'état déclaratif. Donc, il y a plus de 75 des EFA déclarés qui ont au moins une déclaration de consommation. Donc je vous donne je vous fais un petit rappel sur le fait de bien penser à déclarer vos consommations de chacune de vos EFA et à supprimer les déclarations que vous avez pu faire en doublon, par exemple. Parce que là, vous l'avez noté, hein, pour le moment, la plateforme n'est pas bloquante. Mais il va arriver un moment où, la plateforme va être bloquante, donc ces déclarations-là, elles sont pour nous, réelles, alors que pour vous, c'était des brouillons et elles vont être aussi dans les chiffres, de la filière tertiaire, alors que finalement, c'est des essais. Donc pour nous, c'est assez important que vous puissiez, supprimer, ces tests. En termes de mode opératoire, en ce moment, il y a 63 qui passent par la plateforme en direct et 37 des assujettis qui passent, par les fichiers CSV, parce que c'est une opération qui est possible, donc de faire de l'import en masse via des fichiers CSV. Il y a un nouveau service qui est actif depuis l'été, c'est les API, donc en fait ça va être, des logiciels tiers qui vont vous permettre de pouvoir, envoyer directement vos données, de leur logiciel auquel vous aviez déjà un compte directement sur Opera. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire la manip, sur Opera. Je vois l'heure qui tourne, je vais me presser un petit peu. Il y a un tiers de déclarations qui ne sont pas encore validées, donc pensez à bien valider vos déclarations. C'est une petite subtilité, mais à la fin de la déclaration, vous avez la possibilité de faire enregistrer et terminer. Ça ne valide pas votre déclaration. Il faut aller sur le bouton de droite qui est où c'est inscrit «Valider» et concernant les activités par défaut, on en a déjà un petit peu parlé, mais essayez de faire en sorte d'avoir, des activités qui soient au plus précis, au plus réel de ce qui est représentatif sur votre bâtiment. Parce que finalement, une activité par défaut, c'est une grosse maille, c'est moyenné, donc l'objectif, derrière en valeur absolue, va être un peu plus exigeant que si vous détaillez exactement si vous avez un espace d'accueil, un open space, des bureaux communs, des bureaux partagés et cetera. En termes de campagne de relance, vous avez peut-être reçu, des mails, c'est notamment pour éviter, voilà, qu'il y ait trop de doublons, trop de brouillons. Donc on a fait des campagnes de mails et on va en refaire, au courant de l'automne. Pour tout ce qui est déclarations aberrantes, alors là, les déclarations aberrantes, c'est des valeurs vraiment, très, très élevées ou très, très basses. Les risques de doublons, donc là, c'est s'il y a le même siret qui a été utilisé pour 2 déclarants différents et les sirets utilisés à tort, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est le même siret utilisé, mais pour le même déclarant. Alors, c'est possible, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est possible. D'ailleurs, vous avez la possibilité dès maintenant, là, avec la nouvelle version qui est en ligne depuis jeudi, en tant que privé, de pouvoir, déclarer, une EFA, sans siret. Hem, mais vous pouvez finalement déclarer une EFA avec 2 EFA pardon, avec le même siret si vous rentrez dans les cas que j'ai présentés tout à l'heure avec une extension neuve et un bâtiment ancien, par exemple. Voilà. Donc vous allez si vous êtes dans ce cas-là, vous allez, recevoir ce mail-là, mais il ne faudra pas en tenir compte parce que au final, c'est juste que vous avez bien identifié, 2 EFA qui sont différentes, mais avec le même siret, parce que c'est la même entreprise, le même établissement. Hem Et voilà, on va faire une relance, des assujettis qui n'ont pas déclaré du tout de consommation, d'EFA ou de consommation sur Opera, mais là, c'est les travaux que fait la DHUP avec le CEREMA pour, identifier les acteurs assujettis, mais qui n'ont pas déclaré. C'est pas côté Opera, ça. Donc la plateforme Opera, elle est là vraiment pour répondre à l'exigence, réglementaire, donc déclarer les consommations
Vérifier l'atteinte des objectifs, donc comme je disais, courant 2024. Et autre chose courant 2024, c'est tout ce qui est diffusion de la donnée. Donc là, c'est via, l'open data et tout ce qu'il va y avoir aussi sur votre espace, privé avec le benchmark. Ça vous permettra de voir sur la même catégorie d'activité si vous consommez beaucoup plus ou beaucoup moins, voilà, ça vous donnera, une idée. Donc voilà, c'est les 3 objectifs de la plateforme Opera. C'est l'ADEME, hein, qui la met en place. Le calendrier, bah, vous le connaissez, je le répète déjà depuis une demi-heure où je parle là sur ce webinaire là. Donc, on a une échéance au 30 septembre pour la déclaration de l'année, 2020, enfin pour les consommations 2022 et les jalons que vous voyez avant, c'est notamment tout ce qui est mis en place des API, puisque c'était un objectif qu'on avait de mettre en place les API, courant de l'année, 2023. En termes de perspective 2024, et bah, voilà, j'en ai déjà parlé, donc la partie benchmark et la partie statistique, donc là, c'est, l'open data. Vous aurez le support, hein, je passe vite, mais je vois le temps qui défile. Je vous ai parlé de la nouvelle version qui est enfin qui est active là en ce moment sur Opera. Donc, il y a tous les services API qui sont, donc, en ligne. Une fonctionnalité qui est assez importante, je ne sais pas si vous l'avez vu passer au courant de l'été, mais, au niveau des exports CSV, et ben voilà, vous avez maintenant la possibilité, en fait, d'exporter, au format CSV, au même format que l'import CSV, toutes les informations que vous avez déclarées dans vos déclarations de consommation. Donc, par exemple, si vous avez juste les valeurs à changer et que vous passiez par l'import CSV, vous exportez votre année 2021, vous changez les chiffres sur l'année 2022, vous supprimez les 5 premières colonnes, hein, ça c'est bien indiqué, voilà, sur le fichier et vous réimportez le fichier et directement votre nouvelle année 2022 sera réimputée. Au niveau des écrans de recherche de consommation, on a fait beaucoup d'efforts là ces derniers temps. On a amélioré les performances de la plateforme et vous revenez sur le résultat de la recherche quand vous faites précédent sur votre navigateur. J'en ai déjà parlé, la possibilité de déclarer une EFA sans SIRET pour les structures privées, parce que là aujourd'hui c'était que possible pour les structures publiques. Donc là, vous pouvez le faire, désormais. Ça c'est dans le cas où en fait on a des locaux, où il n'y a pas une réelle activité dedans, donc notamment les locaux, de stockage. Tout est expliqué au moment où vous cliquez sur cette fonctionnalité. Et donc, oui, alors on a quelques erreurs là en ce moment. Si vous passez par les fichiers CSV, donc on est en train de les corriger, en ce moment même. Il y a quelques erreurs sur les imports CSV. Un petit point, on va reprendre un peu de hauteur sur, comment faire sa première déclaration. Donc, quels sont les documents nécessaires finalement pour faire, sa déclaration? Donc il vous faudra forcément le SIRET de votre établissement. Pour les structures publiques qui utilisent les SIRET pour, gérer les budgets, et ben là, c'est là où vous allez pouvoir déclarer, l'EFA sans SIRET et du coup, vous allez pouvoir, gérer vos EFA plutôt avec des dénominations plutôt qu'avec des SIRET. Va falloir que vous récupériez vos surfaces. Alors, bah, forcément, il y a les plans, il y a, les baux, les titres de propriété. Il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément, c'est les contrats d'assurance où finalement il y a quand même beaucoup de surfaces qui sont détaillées et décrites dedans. Vous allez retrouver vos références cadastrales pour renseigner l'IUB, c'est une étape dans le FA, via Géoportail. Bien entendu, toutes vos factures d'énergie va falloir, récupérer. Vos indicateurs d'intensité d'usage, donc là, c'est à vous de jauger de l'intensité d'usage, de votre bâtiment et définir son année de référence, mais Margot en a déjà, parlé tout à l'heure. Donc comme je le disais aussi tout à l'heure, je vous ai envoyé le lien. Il y a une vidéo sur comment est-ce que vous faites, enfin, comment faire, pour, déclarer vos consommations après la première échéance là, qui était du 30 septembre 2022, enfin qui est passée au 31 décembre 2022. Donc voilà, les situations types qui sont rencontrées. Donc les situations, c'est aucun changement. Comment est-ce que je fais pour quand il n'y a aucun changement? Donc là, c'est assez simple. Quand il y a un changement de périmètre, on en a parlé tout à l'heure, un peu moins de surface, un peu plus de surface. Quand il y a un changement d'exploitant, donc là, c'est finalement le cas où il faut déclarer une nouvelle EFA. Quand il y a un nouvel assujetti, ça a été écrit aussi dans la conversation, donc un bâtiment qui fait 900 mètres carrés et qui passe à 1 200.
et un changement de propriétaire aussi. Donc ça, c'est beaucoup moins impactant, c'est juste une déclaration, à faire. Donc ça, je vous invite à visualiser la vidéo, je crois qu'elle dure, un petit quart d'heure. Vous pouvez directement aller sur le cas qui vous va. Et en termes de visualisation de plateforme, et bah, je vais peut-être prendre je sais pas trop Juliette, et Margot, je fais appel à vous. Est-ce que là, il ne reste plus beaucoup de temps? Est-ce qu'on répond aux questions ou est-ce que C'est quand même bien d'aller faire un tour sur la plateforme, moi, je trouve. S'il y a des gens qui n'ont jamais été, OK. j'avouerai que ma première fois sur Opéra, bon, on est un peu perdu. Je crois qu'il n'y avait même pas encore la vidéo tuto des Mersenne à l'époque. Alors maintenant, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo tuto. Elle est vraiment super bien faite. Et j'avais refait une décla justement comme ça avec la vidéo à côté pour y aller pas à pas. Mais c'est pas que c'est pas intuitif, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est bien de le voir avant, avec des explications. Très bien. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, c'est parfait. OK, super. Donc voilà, la plateforme Opéra, elle se présente comme ça. Je vous invite à lire le flash info. On met pas mal d'informations sur le flash info. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a aussi une newsletter là, qui est envoyée régulièrement. Donc il y a la prochaine qui arrivera là, aux alentours du 15 septembre, donc vendredi ou tout début de semaine prochaine, pour vous donner les informations. Je parle beaucoup, je suis désolé, mais il y a beaucoup d'informations. Mais sur la newsletter, si vous n'êtes pas assujetti, vous êtes juste bureau d'études, vous allez avoir la possibilité très prochainement, en bas de cette page-là, de pouvoir vous inscrire à la newsletter. On va mettre un petit encart ici, vous aurez juste à inscrire votre adresse mail. Donc ensuite, et ben voilà, vous vous connectez, vous créez un compte, sur la plateforme Opéra et après voilà, il y a plusieurs étapes. Il faut voir comme un cheminement. C'est déjà déclarer votre structure. Ensuite, sur votre structure, donc déclarer chaque EFA. Donc on peut dire, allez, structure, on peut le remplacer par le mot entreprise. EFA, on peut le remplacer par le mot établissement. Et ensuite, les consommations, eh ben, c'est toutes les déclarations de consommation qui sont liées à chaque EFA. Vous voyez ici, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans ma version à moi, vous avez la partie objectif, mais que vous n'avez pas actuellement sur votre espace à vous. Donc en termes de déclaration, de structure, c'est notamment le sirène, hein, qui est attendu et vous allez, retrouver directement, la structure, concernée. Sur chaque structure du coup, parce que vous pouvez en avoir plusieurs bien entendu, vous allez pouvoir déclarer une EFA. Donc déclarer une EFA, ça se passe par ici, EFA, déclaration d'une entité fonctionnelle. C'est ici que vous allez pouvoir indiquer votre cas, d'assujettissement, ce qu'a présenté Margot tout à l'heure. Donc le cas A1, A1B, le cas 2, le cas 3, c'est exactement ce que vous a présenté, Margot, tout à l'heure. Ensuite, du coup, vous l'alliez à la structure. Hop, et donc vous avez, voilà, déclaré votre FA. Donc vous avez la date de début de propriété, qui maintenant est une information qui est demandée, mais qui n'est pas bloquante si vous l'avez pas fait, on va pas mettre 2023, qui n'est pas bloquante si vous l'avez pas fait, par ailleurs avant. Vous avez la possibilité ici d'indiquer, si vous êtes sur un syndic de copropriété. Voilà, là je fais un cas simple, on n'a pas forcément le temps, mais vous avez tout qui est, indiqué effectivement sur la vidéo démo qu'a fait Emerson Cabane, qui est aussi sur Dailymotion. Vous tapez Opéra et vous allez tomber, directement, dessus. Ici, il y a quelque chose qui est assez important, c'est le cadre de reporting. C'est finalement sur quelle période vous voulez déclarer vos consommations d'énergie. Imaginons votre, compteur, votre compteur est paramétré, sur, 1er relevé de consommation le 15 janvier, puis ensuite le 15 août pour, une nouvelle relève au 15 janvier. Et bah, vous pouvez du coup indiquer un cas de reporting du 15 janvier au 15 janvier. Comme ça, vous allez avoir exactement les factures qui vont correspondre, et vous allez juste avoir à les indiquer, dans Opéra. En faisant ça, ça vous évite de venir faire un prorata, de dire: «Bah, j'ai consommé 15 jours avant, je vais essayer de faire un prorata de kilowattheure». Donc, pour reprendre mon exemple, voilà, on n'a qu'à dire le 15 janvier. Donc voilà, le cadre de reporting est indiqué du 15 janvier au 14 janvier de l'année suivante.
Ça, c'est valable du coup pour vos factures d'électricité, pour vos factures de gaz. Et si vous voulez faire en sorte que vos factures de gaz et d'électricité arrivent au même moment, et ben ça, vous pouvez faire la demande auprès, de vos fournisseurs, c'est indiqué ici, auprès des gestionnaires de réseau, pardon, pas auprès de vos fournisseurs. Maintenant avec les compteurs communicants, c'est beaucoup moins impactant. On n'a plus de relève comme ça, tous les 6 mois. Ici, vous avez l'étape de: «Est-ce que mon EFA est lié à une autre?» Donc ça, c'est présenté dans la vidéo, que je vous ai envo dont je vous ai envoyé le lien tout à l'heure. C'est finalement, est-ce que là, moi, en 2022, j'ai récupéré un bâtiment ou un local qui était déjà assujetti, où il y a déjà eu une déclaration de fait sur ce local? C'est très, très important de pouvoir se lier avec la déclaration précédente. Comme ça, vous allez récupérer les consommations de l'occupant précédent et donc pouvoir avoir, les objectifs de l'occupant précédent. Parce que sinon, si vous ne faites pas ça, vous allez être considéré comme nouvel assujetti et donc votre période de référence sera l'année 2022. Et donc ça sera beaucoup plus compliqué pour vous de rentrer dans des objectifs en valeur relative parce qu'il va falloir que vous diminuiez de 40 en 2030 sur cette année 2022. Alors que si vous vouliez, vous allez devoir diminuer de 40 mais sur l'année de la période de référence entre 2010 et 2019. Donc ici, je ne vais pas le faire, c'est un petit peu long, mais vous pouvez du coup ajouter une EFA liée ici en tapant directement ce numéro. C'est là que c'est important de pouvoir communiquer avec le propriétaire pour récupérer, les numéros, des EFA. L'IUB, j'en ai parlé un petit peu, c'est, finalement l'indicateur géographique. Donc c'est sur quelle parcelle, je me trouve. Ici, vous pouvez trouver, les informations, directement sur Géoportail. Il y a quelque chose qui est assez important à l'échelle d'une unité foncière, c'est de se coordonner pour finalement indiquer la même dénomination de bâtiment ou alors, quelque chose qui soit un peu similaire pour pouvoir dire: «Bah, voilà, moi je suis sur par exemple sur un château, il y a une partie musée, donc moi je tape, musée château». Mais le voisin qui s'occupe, aussi, du château, mais sur une partie, je sais pas moi, sur les archives, mais qui a un qui n'est pas lié, c'est pas la même entreprise, voilà, mon exemple est pas forcément très bon et bah, là, du coup, il va mettre le même numéro, de parcelle, mais en mettant que c'est les archives. Heu, voilà, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir, heu, identifier géographiquement, où se trouve, l'EFA et ensuite, voilà, vous avez une synthèse, de la déclaration de l'EFA. Pour les consommations, je vais aller un peu plus vite, je suis désolé, je vois l'heure qui passe. Mais donc du coup, vous avez la possibilité donc de déclarer, l'année de référence 2020, 2021 et 2022. Ici, vous sélectionnez l'EFA sur laquelle vous voulez déclarer votre consommation. Vous enregistrez, vous passez à l'étape suivante. C'est ici qu'ensuite vous indiquez vos activités. Donc, bon là c'est un exemple, hein, ici par exemple c'est de la radio, mais il y a aussi des bureaux et puis je peux rajouter une activité, imaginons, je sais pas moi, commerce de services, voilà, sauna, voilà, 300 carrés. Hop, on enregistre et donc on rajoute une nouvelle activité et là, c'est ici que vous allez pouvoir détailler toutes les activités, de votre EFA. Vous passez à l'étape suivante et c'est l'étape de déclaration, des consos où là, vous allez indiquer le nombre de kilowattheures. Donc pour, l'entité fonctionnelle exactement ou pour les consommations réparties qui bénéficient à l'entité fonctionnelle. Donc par exemple, une centrale de traitement d'air qui est partagée avec plusieurs occupants et là, c'est les espaces communs. Donc ça, c'est notamment dans le cas des centres commerciaux où on a toute la partie, des espaces communs, qui sont affectés. Je passe un petit peu vite. Vous avez la possibilité en dessous, c'est à titre informatif, d'indiquer l'électricité consommée par vos bornes de recharge de véhicules électriques. Vous avez ensuite l'étape de l'ajustement climatique. Donc là, il faut indiquer sur quelle station météo vous souhaitez, vous placer. Vous avez la possibilité de modifier la station de météo si vous trouvez qu'elle n'est pas, représentative. Et à cette étape-là, vous pouvez indiquer si vous avez des sous-compteurs pour les consommations de chauffage et les consommations de refroidissement. C'est ici que vous allez pouvoir les indiquer pour affiner le calcul.
Et le volume d'activité, on en a pas mal parlé, c'est les fameux indicateurs où on vient indiquer si notre taux d'occupation il est à 70% ou si on est sur une année chargée, on est à 100%. On a la surface ici, plancher par poste de travail, c'est quelque chose qui peut être renseigné ici. On enregistre, on a la synthèse de la déclaration qu'on vient d'effectuer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ici, hop, pour valider la déclaration, vous devez bien cliquer en bas à droite sur valider. Parce que généralement, on fait enregistrer et terminer, parce que c'est vrai que dans le processus, on faisait toujours ça. Mais là, pour valider la déclaration, il faut bien aller sur valider. Voilà, je m'arrête ici et on peut passer peut-être aux questions. Merci beaucoup, De rien. Arthur. Effectivement, alors, pareil, on a, un certain nombre de questions. J'espère qu'on va pouvoir, toutes, les traiter. Après, je pense que beaucoup, tu as déjà donné un certain nombre, d'éléments. Alors notamment, on a une petite remarque quand même. Lors de la déclaration de consommation, c'est très confusant d'avoir un message enregistré avec succès lorsqu'on clique sur enregistrer et terminer à la place de valider, C'est pour car le ça que déclarant j'insiste. pense avoir terminé C'est sa vrai. déclaration alors que celle-ci n'est pas validée. Est-il possible de mettre une alerte spécifiant que la déclaration est enregistrée mais non validée? Un petit pop-up. Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est très, très important d'avoir des retours comme ça. Nous, on mène des ateliers de concertation avec des représentants, d'assujettis, mais on a toujours des nouvelles qui peuvent arriver, donc n'hésitez pas, vous envoyez un mail à opera@adem.fr, vous nous envoyez, des recommandations, voilà, des choses que vous aimeriez voir, donc n'hésitez vraiment pas. Donc je prends en note, Voilà, tout simplement faire cette un remarque. petit Merci. message d'alerte pour dire ça. Ouais. Alors, j'avoue que je me suis posé la même question. Quel est l'impact du cas d'assujettissement? Pourquoi est-ce qu'on le coche cette case au début? Alors, quel est l'impact, sur les objectifs? Je pense qu'il y a pas d'impact. Je réfléchis sur le calcul, mais je crois Il n'y a pas. peut-être pas forcément un impact, mais en fait, à quoi ça sert de donner ça? Est-ce que c'est pour faire des statistiques C'est vrai. derrière? Est-ce que c'est pour, C'est quelque chose qui est demandé, effectivement dans les arrêtés. C'est que c'est une donnée qui est écrite, donc c'est pour ça qu'elle se retrouve Mmh. sur Opera. Après, à quoi est-ce qu'elle nous sert? Nous, on s'en sert effectivement pour les stats, et cetera, mais est-ce qu'elle sert derrière à du calcul? Il me semble pas. Et est-ce qu'après, une fois qu'on a enregistré son EFA, est-ce qu'on peut retourner dessus pour modifier ce Oui. cas? Ouais? Oui, oui, ça c'est possible. OK. Comment est-ce qu'on définit les indicateurs d'intensité d'usage? Oui, et ben là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, c'est vraiment en fonction de l'intensité de votre activité. Vous voyez, puisque en fait, c'est une déclaration N, c'est une déclaration N-1, donc vous voyez comment est-ce que votre activité elle a été, soit selon votre chiffre d'affaires, soit selon, votre nombre de salariés dans votre bâtiment, donc c'est comme ça que finalement vous allez, juger des indicateurs. C'est à vous-même de les il y a voilà, il y a pas de formule, de calcul, c'est à vous-même Et de par de les rapport à la écrire, ouais. question, moi, je compléterais peut-être, alors je ne sais pas si c'était le sens de cette question-là, vous me direz dans le chat, hein, si c'est savoir en fait en quoi c'est calculé. En fait, en fonction de chaque activité, Opera propose des valeurs d'intensité d'usage qui Oui. vont être en heures, qui vont être en heures d'occupation, je ne sais plus, on en avait regardé quelques-unes une ou Oui, deux oui, il y en fois a, avec ouais. Margot. Et en fait, on est guidé, on est vraiment pris par la main. On ne peut pas choisir, c'est pas nous qui choisissons comment est-ce que ça va se calculer, quoi. Oui, il y a des valeurs étalons qui sont indiquées et effectivement, selon chaque activité que vous avez déclarée, il y a différents indicateurs qui viennent s'incrémenter. Alors, on vient sur les années de référence. L'année de référence, ça questionne quand même beaucoup. Comment choisir l'année de référence lorsqu'on n'a aucune donnée? C'est-à-dire que le local, il était vide jusqu'en 2023 et le locataire, il est parti et on n'a pas de trace du tout de consommation. Alors, peut-être que je peux répondre. Normalement, donc ça sera la première année d'exploitation pleine du bâtiment qui servira d'année de référence. C'est exactement comme les futurs bâtiments, les futures constructions qui seront assujettis au décret tertiaire. Leur année de référence sera la première année pleine d'exploitation. C'est ça. Après, si on veut essayer de récupérer une année parce qu'il y avait un locataire peut-être précédemment, mais qu'on n'a pas les factures, c'est là où ça se complique.
il faut réussir à les récupérer, soit par le propriétaire, voilà, faut réussir à trouver un moyen, peut-être le cabinet comptable, d'aller récupérer ces factures antérieures. Parce que si effectivement s'il n'y avait pas d'activité, effectivement, la réponse de Margot est bonne, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'activité, donc c'est la première année d'activité qui va être prise en compte. Mais si en l'occurrence il y avait une activité, mais que le locataire est parti et qu'il n'y a plus aucune trace, voilà, c'est là où ça devient compliqué. Donc il faut réussir à trouver ces traces pour avoir une année qui soit correcte. Dans tout ce que vous faites, n'hésitez pas à garder des traces. Voilà, si vous choisissez une année particulière ou vous avez récupéré des factures d'une façon particulière, n'hésitez pas à garder des traces, comme ça, en cas de contrôle, vous pourrez justifier votre choix. C'est un conseil qu'on donne souvent avec Margot aux assujettis qui parfois sont un peu paniqués par le truc au kilowattheure près et tout. Ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut vraiment garder en tête quand même l'objectif final, c'est réduire drastiquement les consommations énergétiques. On n'est pas là pour taper sur les doigts parce que tu as marqué 20 ou 19 kilowattheures et que ce n'était pas la bonne donnée. Tant qu'on est de bonne foi, tant qu'on est capable de justifier les données qu'on a rentrées et pourquoi on les a rentrées comme ça, aujourd'hui, l'État a quand même décidé de ne pas être du tout dans un système répressif au moment des contrôles, mais plutôt avec vraiment une vraie volonté pédagogique et d'accompagnement des assujettis. Donc, à un moment donné, le mieux est l'ennemi du bien aussi. Il faut faire les choses correctement, garder une trace, savoir expliquer pourquoi on a fait ça. Voilà, faut pas faut dédramatiser un petit peu. L'extension du bâtiment fait passer la surface à plus de 1000 mètres carrés, mais il va être réceptionné qu'en décembre 2023. Alors, est-ce qu'on détermine l'année de référence sur la même période 2010-2019 ou est-ce qu'on doit compléter les années 2021 et 2022? Ben non, parce que du coup, l'extension, ça sera au moment de déclarer votre année 2023, donc avec l'échéance au 30 septembre 2024, où vous allez déclarer juste l'extension en plus. En fait, alors si c'est une autre activité, vous allez même pouvoir mettre une autre activité sur Non, cette non, et extension. ça le fait passer au-dessus des 1000 mètres carrés. Le bâtiment de base, il Ah n'est oui, pas pardon, assujetti. pardon. Donc, en fait, il devient un primo-assujetti. Oui, d'accord, il devient primo assujetti, donc là, c'est la première année pleine d'exploitation qui fera référence. Voilà. Excusez-moi, je continue. Étant donné qu'on ne rentre pas de date d'arrivée du locataire dans le local, à partir de quand Opéra va estimer que l'année de référence, c'est la première année complète déclarée plutôt qu'une année entre 2010 et 2019 pour les locataires qui justement étaient présents sur cette période mais qui n'ont pas fait de déclaration d'année de référence? J'ai pas vraiment compris la question, je suis désolé, Voilà. Juliette. En fait, comme par rapport au locataire, on ne lui demande pas quand est-ce qu'il rentre Oui. dedans. En fait, attends, si je comprends bien la question, est-ce qu'il pourrait, en fait, je pense que la question c'est est-ce qu'il peut rechanger son année de référence? Oui, alors effectivement, oui, on n'a pas la date d'entrée, oui, OK, je vois un peu mais en tout cas, pour la réponse, l'année de référence peut être changée, là, tant qu'on n'a pas abouti sur les valeurs absolues, voilà. Vous aurez une information de toute façon sur les blocages. Mais Donc justement, ouais, ça voilà, faisait partie l'année de des questions. référence, Quand est-ce qu'on sait que ça va, on ne voilà. pourra plus la changer? Vous aurez forcément une indication, comme l'a dit Juliette, voilà, c'est pas répressif comme outil. L'idée, c'est vraiment voilà, de faire quelque chose qui soit cohérent pour réduire les consommations d'énergie, du secteur tertiaire. Donc, au moment où on va effectuer un blocage sur l'année de référence, ça sera bien indiqué. Oui, puis je suppose que c'est la même chose concernant les indicateurs d'intensité d'usage et autres pour modifier les déclarations en fonction de valeur absolue 3. Je suppose que de la même manière, on sera informé de quand il y aura des Ça blocages viendra tout d'un sur. coup, voilà. Ouais, 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 ouais. OK. Tous les indicateurs Euh, d'intensité, l'année de référence, les années vont être bloqués entre guillemets en même temps. OK. Bon, alors on rentre dans des choses un peu plus techniques. Lors d'une déclaration d'un bâtiment de bureau, les surfaces de circulation, est-ce qu'on les prend en compte dans le ratio de surface par poste de travail? Alors là, c'est effectivement un peu technique. Je sais pas, j'ai pas la réponse sûre sur ce sujet-là. Comme ça, je dirais non. Je sais pas si Margot, tu as un avis, mais comme ça, je dirais non.
Moi, je pense que si on est dans un open space, on regarde le nombre de postes de travail qu'on a et puis on divise notre surface par le nombre de postes pour avoir le résultat. Je crois que c'était ça. Et en fait, c'est mis, soit elles sont mises à part les surfaces de circulation, tu vois, si c'est comme dans nos bureaux, l'entrée, par exemple, qui est hors open space. Il me semble que moi, je l'avais mis à part. J'avais dû prendre une partie des parties communes aussi, mais c'est pas dans le ratio. Enfin, en tout cas, de mémoire, mais on pourra en rediscuter, Anthony, t'hésites pas, t'appelles Margot. On pourra en rééchanger sur cette question-là. Est-ce qu'on peut avoir accès aux données des DJU, degrés jour unifiés, utilisées par la plateforme pour la correction climatique? Ou est-ce qu'à défaut, on peut utiliser les données de la plateforme CGBAT pour estimer cette correction? Oui, alors voilà, effectivement, cette plateforme, CGBAT, c'est quelque chose qui peut être bien, du coup, pour identifier quelle est votre année de référence à prendre en compte. De toute façon, c'est les mêmes DJU, hein, alors, c'est pas exactement les mêmes sur DigiBat. Pour répondre clairement à la question, on peut pas vous les communiquer parce que c'est des données qu'on achète à Météo France, donc on peut pas après les rediffuser. Par contre, oui, pour identifier votre année de référence, vous pouvez, regarder la rigueur climatique qu'il y a sur CGBAT et sur d'autres sites internet. Je pense qu'on va arriver un peu vers la fin. Juste pour revenir quand même un peu sur ce principe d'ajustement le plus possible. Tu as dit tout à l'heure que en 2021, on a vu un petit rebond par rapport à 2020 et un des participants faisait remarquer que 2021 avait été plus froid que 2020 et que ça pourrait expliquer peut-être le rebond. Ah oui, clairement. Oui, oui, oui. Bah oui, puisque là, les valeurs sont pas corrigées, ça peut être aussi, lié à ça. Mmh. Très bien, je pense que j'ai à peu près. Ah, attends, c'était peut-être une petite dernière. Il semble étonnant de récupérer les consommations d'un locataire précédent sans connaître son activité, l'usage, les factures. Enfin, il n'y a pas que les factures. Ah oui, c'est le C'est bien. problème effectivement pour, pour cette année de référence, pour récupérer les données d'un ancien locataire. Si vous trouvez ça, effectivement trop trivial, il va falloir que vous passiez par, l'option qu'a dit Margot de prendre la première année de pleine d'exploitation comme votre première année. Et donc du coup, vous allez donc, votre année de référence sera votre année 2021 ou 2022. Et donc c'est là-dessus que vous allez devoir, calculer c'est là-dessus que vous allez devoir faire vos réductions de consommation. Une petite dernière parce que tu es passé assez rapidement sur les IRVE, les installations de recharge pour Ouais. véhicules électriques. Il est demandé si ce sont les employés qui payent eux-mêmes directement leur consommation. Donc, je suppose que c'est les bornes qui sont sous-traitées à des prestataires. Est-ce que la consommation est à rajouter pour la consommation globale de l'entreprise? Est-ce qu'on peut juste refaire un petit point peut-être sur les IRVE rapides? Oui, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est optionnel, l'IRVE. Donc, si vous n'avez pas de sous-compteur, vous allez forcément devoir l'intégrer, à votre général, de votre entreprise. Vous n'allez pas pouvoir faire, la distinction. Par contre, si vous avez un sous-comptage du coup, on vous invite à l'indiquer, dans la case, qui est optionnelle. Comme ça, vous allez pouvoir avoir, vos déclarations propres à l'entreprise hors, borne de recharge qui vont être prises en compte. Merci beaucoup. Eh bien, on approche de la fin. Vous l'aurez compris, rien n'est réellement jamais figé dans le marbre sur le dispositif éco-énergie tertiaire. C'est quelque chose d'assez souple qui permet de s'adapter quand même à chacune des situations, mais ce qui génère aussi qu'on n'a pas forcément des réponses et qui sont valables pour tout le monde. Il faut vraiment essayer de faire encore une fois au mieux de la façon la plus pragmatique qui soit. Calculer un peu, est-ce que c'est plus avantageux de prendre telle ou telle année en gardant bien en tête que la finalité, c'est quand même d'avoir une réduction drastique, quasiment 2/3 de réduction de ses consommations énergétiques à horizon 2050. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Arthur, Margot. Je rajouterais peut-être juste une petite précision par rapport à la plateforme Opera. Tout à l'heure, il y avait une personne qui disait que son propriétaire avait engagé des prestataires pour réaliser les déclarations et qu'il ne les retrouvait pas sur la plateforme Opera. Donc, juste pour info, quand vous cliquez sur l'onglet EFA dans Opera,
pensez bien à aller tout en bas de la page et cliquer sur appliquer pour que toutes les EFA apparaissent, parce que de base, elles n'apparaissent pas automatiquement sur la page. Il faut bien aller tout en bas du filtre de recherche, cliquer sur appliquer pour avoir toutes les EFA qui s'affichent. Voilà. Juste un Il petit est vrai, conseil. voilà, c'est quelques petits tips liés à la plateforme. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter et ou à envoyer un mail directement à la plateforme. Arthur a mis l'adresse dans le chat. Merci beaucoup Arthur, merci Margot. Merci à tous. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et à bientôt. Merci, au Bonne revoir. fin de journée. Au revoir. Au revoir.